L'autre jour, pour faire une surprise aux filles, j'ai eu la permission de visiter le chantier naval des Méchins. Il n'y a pas à dire, elles étaient surprises. Ah, on va t'accueillir, on dirait. Bonjour. Bien accueilli. Alors, Oui, moi, bonjour. c'est des ressources humaines. Bonjour, Pascal. Avec. Bonjour. Alors, on n'a Merci pas à le vous. choix. Il faut porter les EPI, vos bretelles, D'accord. et chapeau. Non. T'es tombé tout twisté. Dans le bac. Papa. Aide-moi, là. Moi, je suis historien, je sais pas. C'est vraiment le haut vers le bas. Non, Attendez, je t'as vais vous le scrappé mettre de pour quoi, vous là? Ouais? Non, non, allez-y, madame. Je suis tout mêlé, là. Ah, OK, comme ça. C'est ça que je disais. Merci, madame. On est dans un ancien lieu qui était fréquenté il y a des milliers d'années par les Micmacs. Les Micmacs, lorsqu'ils fréquentaient cette place-ci, ils appelaient le lieu Utaku. Outaku. Utaku. Et ça, on peut traduire ça par génie du mal. Pour eux autres, c'était comme une personnalité mythique, puis le génie du mal habitait dans les montagnes, là, tout près des îlets, tout près du Saint-Laurent. Puis, il semblerait que ce personnage-là mythique, les Micmacs le désignaient aussi sous le nom de Matsi. Matsi qu'on pourrait traduire par méchant. Méchant. Exactement. Fait qu'avec le temps, les habitants du lieu, de plus en plus, bien, le mot s'est déformé. Méchant est devenu méchant. Puis par la force des choses, le Ils ont mot, gardé méchant. le nom s'était exactement, le nom s'est imposé, puis ils ont gardé le nom des méchants. Fait que ça, c'est vraiment... Ça, c'est la chaudronnerie. Oui. Hein. La curiosité des curiosités, pour le petit village des Méchins, pour moi, c'est leur appartenance, leur fierté au patrimoine maritime, au caractère marin, au Saint-Laurent. Les gens ont vécu ici, comme partout ailleurs sur la côte. Ils ont vécu ici de pêche, d'agriculture, d'industrie forestière. Puis à un moment donné, ils vont se décider de regarder le Saint-Laurent, puis de développer leur caractère maritime. À une certaine époque, il n'y a pas si longtemps, la route, c'est la mer. Il n'y a pas de route carrossable. Pour échanger des biens, des produits, avoir un lien avec le monde, on fait ça par bateau. OK. Et il y a une famille parmi toutes les familles des Méchins qui va se démarquer. Et c'est la famille Véro. Le grand-père Jean-Louis, à la fin du 19e, là, construisait des barges qui servaient essentiellement à transporter de la morue, puis à transporter aussi des produits agricoles. Son fils, Irénée, qu'on salue s'il nous écoute, Irénée, lui, va pousser l'entreprise un peu plus loin. Fait qu'Irénée va développer une entreprise de dragage et de transport de bois de pulpe. Il va l'appeler la compagnie Gaspé Baie Chaleur. Un nom à retenir, Borromée Véro, qui est né en 1926. Lui amène aux Méchins, amène la compagnie familiale à un autre niveau. OK. À 26 ans, il fait des voyages entre le Saint-Laurent et l'Arctique canadien. Transporte des biens, des denrées, des produits de toutes sortes. Et quand il arrive à 30 ans, il va fonder la compagnie Véro Navigation. Compagnie essentiellement de dragage. Quelques années plus tard, en 1964, la compagnie va avoir le vent dans les voiles. Il va décider de la développer et de fonder un chantier naval, ici même dans son fief familial aux Méchins. C'est une petite chaloupe, ça? Où ça? Juste devant. Ben, Regardez la hauteur de ce bateau-là, qui fait quoi? 80 pieds de haut? at least. At least. Quand on arrive dans les années 1970, Véro Navigation, c'est une compagnie incontournable, pas seulement dans la région,
au point de vue national, elle se démarque et c'est la fierté des gens d'ici. Il y a jusqu'à 150 travailleurs qui vont travailler pour Vero Navigation. Malheureusement, le destin va frapper M. Vero en 1982. Il décède subitement. Il a 56 ans seulement. C'est sa femme, Anita Dumaret, une femme de Rivière-au-Renard, en Gaspésie, Fox River, qui va prendre la relève et qui va développer l'entreprise jusqu'en 1987, pendant 5 ans. En 87, c'est leurs 2 filles, Denise et Claudette, qui vont prendre la relève et qui vont développer l'entreprise de façon significative pendant plus de 30 ans. À l'automne 2022, il y a une page d'histoire qui va se tourner. C'est la compagnie Groupe Océan qui vont faire l'acquisition de la compagnie Vero Navigation. Et c'est la compagnie qui continue à faire perdurer la tradition maritime et le chantier naval de l'Éméchant aujourd'hui. En passant, si vous vous posiez la question, oui, j'ai eu moins de misère à enlever mes bretelles de sécurité qu'à les mettre. Je prenais une marche dans Murdochville avec mon ami Olivier quand on s'est mis à jaser de l'histoire de la mine. Puis comme d'habitude, j'en avais long à dire. Si je te dis que Murdochville, c'est une company town, une ville-compagnie, c'est une ville champignon. C'est une ville qui, du jour au lendemain, va se développer à vitesse grand V. Je t'invite à remonter avec moi, là, en 1909. Le nom Miller est un petit peu partout dans la ville. Ouais, Mont Miller. Exactement. Il y a une rue Miller également. Ça vient de Alfred Miller, qui va découvrir du minerai de cuivre dans le lit de la rivière York en 1909. Alors, c'est la compagnie Noranda Mines, qui va s'intéresser à développer la mine ici. Et quand on dit que c'est une ville-compagnie, c'est que lorsque la compagnie débarque, c'est qu'elle paie tout. Elle va payer du jour au lendemain la construction de 300 logements. Elle fait construire un hôpital, des écoles, un cinéma, un aréna, un centre de ski. Donc, c'est un milieu de vie, là. C'est un milieu de vie. Alors ici, à Murdochville, avant les années 50, nada, il n'y a rien. En 1953, la ville naît. 2 ans plus tard, Olivier, 1955, on retrouve 2500 habitants dans la ville. À partir de 0. Ça part. Et il y a 1000 ouvriers, rapidement, qui travaillent pour la compagnie. Et là, je ne te parle pas des emplois indirects, mais il y a 1000 mineurs qui proviennent de la Gaspésie et d'un peu partout au Québec. On l'appelle Murdochville, du nom du président de la compagnie de l'époque, donc du président de la Noranda Mines, James Murdoch. OK, compagnie town Ça dans n'en le dit nom, long. là. Ouais, Ça n'en dit long. Donc, la ville appartient à la compagnie, littéralement. Ici, ça fait grève. Oui. La police, L'armée était venue? les policiers étaient là. La ville aussi va être marquée par un conflit ouvrier d'une grande importance dans l'histoire du Québec. On est à l'époque du gouvernement de l'Union nationale de Maurice Duplessis, qui a une personnalité très anti-syndicale. On arrive en 1957. Les mineurs, les ouvriers essaient d'implanter un syndicat. Ils adhèrent au syndicat des métallurgistes d'Amérique. On les appelait les métallos à l'époque, le syndicat. Et imagine-toi, l'entreprise veut décider le syndicat. Alors ça ne fonctionne pas. Pour eux, les métallos, c'était un syndicat trop revendicateur. Alors ce qu'ils espèrent, comme on disait à l'époque, on espère que les ouvriers vont se choisir un syndicat de boutique. Calme, paisible, peu revendicateur.
Et ça sera refusé catégoriquement par Duplessis et l'employeur. Oh, OK. Donc, cette connivence. Ils sont de connivence, tout à fait. On est au printemps 1957 et là, les tensions montent. Devant le refus des ouvriers de plier devant les tensions, les pressions de l'employeur, on va congédier, la compagnie congédie du jour au lendemain, sans crier gare. On congédie Théo Gagné, qui est le président du syndicat. Et le 11 mars, la grève est déclenchée. Et la grève, c'est une grève d'usure qui va durer 7 longs mois. Il y aura 2 décès. Ça sera très, très, très violent. Et à la fin, bon, on est rendu au mois d'octobre 1957 et la grève sera perdue pour les travailleurs. Il reste à peine 200 grévistes qui sont usés, fatigués, exténués et qui vont en partie être remerciés de leur service, ne reviendront pas travailler. Certains vont revenir parce qu'ils sont épuisés. Alors, c'est une défaite à court terme pour eux, totale. Mais en bout de ligne, on va adopter en 1959 ce qu'on appelle le Bill 8, qui est la loi des Gaspésiens, c'est le surnom. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement, en adoptant cette loi-là, chaque ouvrier, chaque travailleur n'aura plus le droit d'être congédié à cause de leur militantisme syndical. OK. Crois-le ou non, mais l'accréditation syndicale, donc la reconnaissance du syndicat, sera obtenue seulement en 1965. Je pourrais t'en parler longuement, mais tu sais qu'il va y avoir fermeture de la fonderie, il va y avoir fermeture de la mine également. Ça se passe en 2 phases, en 1999 et en 2002. Fin des activités de la Noranda Mines qui plie bagage, qui quitte, après avoir extrait tout le minerai, ou à peu près, ou que les marchés étaient instables, alors on quitte. Et là, il y aura un grand virage au niveau récréo, tourisme, plein air. Puis, il y aura même un référendum à l'été 2002 où est-ce que les gens vont voter à 65 pour la fermeture de la ville. Mais c'est Bernard Landry, du Parti québécois, qui était là à l'époque, et lui, c'était plus fort que lui. Il a donné une compensation aux gens qui ont voulu quitter, mais il venait tout juste d'adopter la politique nationale de la ruralité au Québec. Alors pour lui, c'était inconcevable de fermer une ville après avoir adopté une telle politique. Et la ville est toujours en fonction aujourd'hui et il y a même éventuellement peut-être une relance au niveau, encore une fois, au niveau du cuivre qui pourrait être faite d'ici 2030. Du sommet du mont Porphyre, on peut mesurer l'étendue de la dévastation laissée par la minière, le vrai coût de la prospérité.